Chapitre 13 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Le portrait de Dorian Gray by Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 13. Il sortit de la chambre et commença à monter, Basil Hallward le suivant de près. Il marchait doucement, comme on fait instinctivement la nuit. La lampe projetait des ombres fantastiques sur le mur et sur l'escalier. Un vent qui s'élevait fit claquer les fenêtres. Lorsqu'ils atteignirent le palier supérieur, Dorian posa la lampe sur le plancher et, prenant sa clef, la tourna dans la serrure. « Vous insistez pour savoir, Basil ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Oui. »« J'en suis heureux, » répondit-il en souriant. Puis il ajouta un peu rudement. « Vous êtes le seul homme au monde qui ayez le droit de savoir tout ce qui me concerne. Vous avez tenu plus de place dans ma vie que vous ne le pensez. » Et, prenant la lampe, il ouvrit la porte et entra. Un courant d'air froid les enveloppa, et la flamme, vacillant un instant, prit une teinte orange foncé. Il tressaillit. « Fermez la porte derrière vous, » souffla-t-il en posant la lampe sur la table. Hallward regarda autour de lui, profondément étonné. La chambre paraissait n'avoir pas été habitée depuis des années. Une tapisserie flamande fanée, un tableau couvert d'un voile, une vieille cassone italienne et une grande bibliothèque vide en étaient tout l'ameublement, avec une chaise et une table. Comme Dorian allumait une bougie à demi consumée posée sur la cheminée, il vit que tout était couvert de poussière dans la pièce et que le tapis était en lambeaux. Une souris s'enfuit, effarée, derrière les lambris. Il y avait une odeur humide de moisissure. « Ainsi, vous croyez que Dieu seul peut voir l'âme, Basil ? Écartez ce rideau. Vous allez voir la mienne. » Sa voix était froide et cruelle. « Vous êtes fou, Dorian, ou bien vous jouez une comédie, » murmura le peintre en fronçant le sourcil. « Vous n'osez pas ? Je l'ôterai moi-même, » dit le jeune homme, arrachant le rideau de sa tringle et le jetant sur le parquet. Un cri d'épouvante jaillit des lèvres du peintre lorsqu'il vit, à la faible lueur de la lampe, la hideuse figure qui semblait grimacer sur la toile. Il y avait dans cette expression quelque chose qui le remplit de dégoût et d'effroi. Ciel ! Cela pouvait-il être la face, la propre face de Dorian Gray ? L'horreur, quelle qu'elle fût cependant, n'avait pas entièrement gâté cette beauté merveilleuse. De l'or demeurait dans la chevelure éclaircie, et la bouche sensuelle avait encore de son écarlate. Les yeux boursouflés avaient gardé quelque chose de la pureté de leur azur, et les courbes élégantes des narines finement ciselées et du cou puissamment modelé n'avaient pas entièrement disparu. Oui, c'était bien Dorian lui-même, mais qui avait fait cela ? Il lui sembla reconnaître sa peinture, et le cadre était bien celui qu'il avait dessiné. L'idée était monstrueuse, et il s'en effraya. Il saisit la bougie et l'approcha de la toile. Dans le coin gauche, son nom était tracé en hautes lettres de vermillon pur. C'était une odieuse parodie, une infâme, ignoble satire. Jamais il n'avait fait cela. Cependant, c'était bien là son propre tableau. Il le savait, et il lui sembla que son sang tout à l'heure brûlant se gelait tout à coup. Son propre tableau ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Pourquoi cette transformation ? Il se retourna, regarda Dorian avec les yeux d'un fou. Ses lèvres tremblaient et sa langue desséchée ne pouvait articuler un seul mot. Il passa sa main sur son front. Il était tout humide d'une sueur froide. Le jeune homme était appuyé contre le manteau de la cheminée, le regardant avec cette étrange expression qu'on voit sur la figure de ceux qui sont absorbés dans le spectacle lorsque joue un grand artiste. Ce n'était ni un vrai chagrin, ni une joie véritable. C'était l'expression d'un spectateur avec peut-être une lueur de triomphe dans ses yeux. Il avait ôté la fleur de sa boutonnière et la respirait avec affectation. « Que veut dire tout cela ?» s'écria enfin Hallward. Sa propre voix résonna avec un éclat inaccoutumé à ses oreilles. « Il y a des années, lorsque j'étais un enfant, »
dit Dorian Gray, froissant la fleur de sa main. Vous m'avez flatté et appris à être vain de ma beauté. Un jour, vous m'avez présenté à un de vos amis qui m'expliqua le miracle de la jeunesse, et vous avez fait ce portrait qui me révéla le miracle de la beauté. Dans un moment de folie que, même maintenant, je ne sais si je regrette ou non, je fis un vœu que vous appellerez peut-être une prière. Je m'en souviens. Oh, comme je m'en souviens. Non, c'est chose impossible. Cette chambre est humide, la moisissure s'est mise sur la toile, les couleurs que j'ai employées étaient de quelque mauvaise composition. Je vous dis que cette chose est impossible. Ah, qu'y a-t-il d'impossible? Murmura le jeune homme, allant à la fenêtre et appuyant son front aux vitraux glacés. Vous m'aviez dit que vous l'aviez détruit. J'avais tort. C'est lui qui m'a détruit. Je ne puis croire que c'est là mon tableau. Ne pouvez-vous y voir votre idéal? Dit Dorian amèrement. Mon idéal, comme vous l'appelez, comme vous l'appeliez. Il n'y avait rien de mauvais en lui, rien de honteux. Vous étiez pour moi un idéal comme je n'en rencontrerai plus jamais, et ceci est la face d'un satyre. C'est la face de mon âme. Seigneur, quelle chose j'ai idolâtrée! Ce sont là les yeux d'un démon. Chacun de nous porte en lui le ciel et l'enfer, Basil, s'écria Dorian avec un geste farouche de désespoir. Hallward se retourna vers le portrait et le considéra. « Mon Dieu, si c'est vrai, dit-il, et si c'est là ce que vous avez fait de votre vie, vous devez être encore plus corrompu que ne l'imaginent ceux qui parlent contre vous. » Et il approcha de nouveau la bougie pour mieux examiner la toile. La surface semblait n'avoir subi aucun changement. Elle était telle qu'il l'avait laissée. C'était du dedans, apparemment, que la honte et l'horreur étaient venues. Par le moyen de quelque étrange vie intérieure, la lèpre du péché semblait ronger cette face. La pourriture d'un corps au fond d'un tombeau humide était moins effrayante. Sa main eut un tremblement, et la bougie tomba du chandelier sur le tapis où elle s'écrasa. Il posa le pied dessus, la repoussant, puis il se laissa tomber dans le fauteuil près de la table et ensevelit sa face dans ses mains. Bonté divine! Dorian, quelle leçon! Quelle terrible leçon! Il n'y eut pas de réponse, mais il put entendre le jeune homme qui sanglotait à la fenêtre. « Prions, Dorian, prions, » murmura-t-il. « Que nous a-t-on appris à dire dans notre enfance? Ne nous laissez pas tomber dans la tentation, pardonnez-nous nos péchés, purifiez-nous de nos iniquités. » Redisons-le ensemble. La prière de votre orgueil a été entendue, la prière de votre repentir sera aussi entendue. Je vous ai trop adoré, j'en suis puni. Vous vous êtes trop aimé, nous sommes tous deux punis. Dorian Gray se retourna lentement, et le regardant avec des yeux obscurcis de larmes. « Il est trop tard, Basil, » balbutia-t-il. « Il n'est jamais trop tard, Dorian. Agenouillons-nous et essayons de nous rappeler une prière. N'y a-t-il pas un verset qui dit « Quoique vos péchés soient comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme la neige » ? Ces mots n'ont plus de sens pour moi maintenant. Ah, ne dites pas cela. Vous avez fait assez de mal dans votre vie. Mon Dieu, ne voyez-vous pas cette maudite face qui nous regarde? Dorian Gray regarda le portrait, et soudain un indéfinissable sentiment de haine contre Basil Hallward s'empara de lui, comme s'il lui était suggéré par cette figure peinte sur la toile, soufflé dans son oreille par ses lèvres grimaçantes. Les sauvages instincts d'une bête traquée s'éveillaient en lui, et il se prit à haïr cet homme assis à cette table plus qu'il n'avait haï aucune chose dans sa vie. Il regarda farouchement autour de lui. Un objet brillait sur le coffre peint en face de lui. Son œil s'y arrêta. Il se rappela ce que c'était. Un couteau qu'il avait monté quelques jours avant pour couper une corde et qu'il avait oublié de remporter. Il s'avança doucement, passa près d'Hallward. Arrivé derrière celui-ci, il prit le couteau et se retourna. Hallward fit un mouvement comme pour se lever de son fauteuil. Dorian bondit sur lui, lui enfonça le couteau derrière l'oreille, tranchant la carotide, écrasant la tête contre la table et frappant à coups furieux. Il y eut un gémissement étouffé et l'horrible bruit du sang dans la gorge. 3 fois les 2 bras s'agitèrent convulsivement, agitant grotesquement dans le vide 2 mains aux doigts crispés. Il frappa 2 fois encore, mais l'homme ne bougea plus. Quelque chose commença à ruisseler par terre. Il s'arrêta un instant, appuyant toujours sur la tête,
Puis il jeta le couteau sur la table et écouta. Il n'entendit rien qu'un bruit de gouttelettes tombant doucement sur le tapis usé. Il ouvrit la porte et sortit sur le palier. La maison était absolument tranquille, il n'y avait personne. Quelques instants, il resta penché sur la rampe, cherchant à percer l'obscurité profonde et silencieuse du vide. Puis il ôta la clef de la serrure, rentra et s'enferma dans la chambre. L'homme était toujours assis dans le fauteuil, gisant contre la table, la tête penchée, le dos courbé, avec ses bras longs et fantastiques. N'eût été le trou rouge et béant du cou et la petite mare de caillots noirs qui s'élargissait sur la table, on aurait pu croire que cet homme était simplement endormi. Comme cela avait été vite fait, il se sentait étrangement calme, et allant vers la fenêtre, il l'ouvrit et s'avança sur le balcon. Le vent avait balayé le brouillard et le ciel était comme la queue monstrueuse d'un paon, étoilé de myriades d'yeux d'or. Il regarda dans la rue et vit un policeman qui faisait sa ronde, dardant les longs raies de lumière de sa lanterne sur les portes des maisons silencieuses. La lueur cramoisie d'un coupé qui rôdait éclaira le coin de la rue, puis disparut. Une femme enveloppée d'un châle flottant se glissa lentement le long des grilles du square. Elle avançait en chancelant. De temps en temps, elle s'arrêtait pour regarder derrière elle, puis elle entonna une chanson d'une voix éraillée. Le policeman courut à elle et lui parla. Elle s'en alla en trébuchant et en éclatant de rire. Une bise âpre passa sur le square, les lumières des gaz vacillèrent, blêmissantes, et les arbres dénudés entrechoquèrent leurs branches rouillées. Il frissonna et rentra en fermant la fenêtre. Arrivé à la porte, il tourna la clef dans la serrure et ouvrit. Il n'avait pas jeté les yeux sur l'homme assassiné. Il sentit que le secret de tout cela ne changerait pas sa situation. L'ami qui avait peint le fatal portrait auquel toute sa misère était due était sorti de sa vie. C'était assez. Alors, il se rappela la lampe. Elle était d'un curieux travail mauresque, faite d'argent massif, incrustée d'arabesques d'acier bruni et ornée de grosses turquoises. Peut-être son domestique remarquerait-il son absence et des questions seraient posées. Il hésita un instant, puis rentra et la prit sur la table. Il ne put s'empêcher de regarder le mort. Comme il était tranquille, comme ses longues mains étaient horriblement blanches. C'était une effrayante figure de cire. Ayant fermé la porte derrière lui, il descendit l'escalier posément. Les marches craquaient sous ses pieds comme si elles eussent poussé des gémissements. Il s'arrêta plusieurs fois et attendit. Non, tout était calme. Ce n'était que le bruit de ses pas. Lorsqu'il fut dans la bibliothèque, il aperçut la valise et le pardessus dans un coin. Il fallait les cacher quelque part. Il ouvrit un placard secret dissimulé dans les boiseries où il gardait ses étranges déguisements. Il y enferma les objets. Il pourrait facilement les brûler plus tard. Alors il tira sa montre. Il était 2h moins 20. Il s'assit et se mit à réfléchir. Tous les ans, tous les mois presque, des hommes étaient pendus en Angleterre pour ce qu'ils venaient de faire. Il y avait eu comme une folie de meurtre dans l'air. Quelques rouges étoiles s'étaient trop approchées de la terre. Et puis, quelle preuve y aurait-il contre lui? Basil Hallward avait quitté sa maison à 11h. Personne ne l'avait vu rentrer. La plupart des domestiques étaient à Selby Royal. Son valet était couché. Paris? Oui. C'était à Paris que Basil était parti, et par le train de minuit, comme il en avait l'intention. Avec ses habitudes particulières de réserve, il se passerait des mois avant que des soupçons pussent naître. Des mois. Tout pouvait être détruit bien avant. Une idée subite lui traversa l'esprit. Il mit sa pelisse et son chapeau et sortit dans le vestibule. Là, il s'arrêta, écoutant le pas lourd et ralenti du policeman sur le trottoir en face et regardant la lumière de sa lanterne sourde qui se reflétait dans une fenêtre. Il attendit, retenant sa respiration. Après quelques instants, il tira le loquet et se glissa dehors, fermant la porte tout doucement derrière lui. Puis il sonna. Au bout de 5 minutes environ, son domestique apparut, à moitié habillé, paraissant tout endormi. « Je suis fâché de vous avoir réveillé, Francis, dit-il en entrant, mais j'avais oublié mon passe-partout. Quelle heure est-il ? 2h10, monsieur, répondit l'homme, regardant la pendule et clignotant des yeux.
2h10. Je suis horriblement en retard. Il faudra m'éveiller demain à 9h. J'ai quelque chose à faire. Très bien, monsieur. Personne n'est venu ce soir? Monsieur Hallward, monsieur. Il est resté ici jusqu'à 11h et il est parti pour prendre le train. Oh, je suis fâché de ne l'avoir pas vu. A-t-il laissé un mot? Non, monsieur, il a dit qu'il vous écrirait de Paris s'il ne vous retrouvait pas au club. Très bien, Francis. N'oubliez pas de m'appeler demain à 9h. Non, monsieur. L'homme disparut dans le couloir en traînant ses savates. Dorian Gray jeta son pardessus et son chapeau sur une table et entra dans la bibliothèque. Il marcha de long en large pendant un quart d'heure, se mordant les lèvres et réfléchissant. Puis il prit sur un rayon le Blue Book et commença à tourner les pages. Alan Campbell, 152 Hertford Street, Mayfair. Oui, c'était là l'homme qu'il lui fallait. Fin du chapitre 13, enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 14 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 14. Le lendemain matin, à 9h, son domestique entra avec une tasse de chocolat sur un plateau et tira les jalousies. Dorian dormait paisiblement sur le côté droit, la joue appuyée sur une main. On eût dit un adolescent fatigué par le jeu ou l'étude. Le valet dut lui toucher 2 fois l'épaule avant qu'il s'éveillât, et quand il ouvrit les yeux, un faible sourire parut sur ses lèvres, comme s'il sortait de quelque rêve délicieux. Cependant, il n'avait nullement rêvé. Sa nuit n'avait été troublée par aucune image de plaisir ou de peine. Mais la jeunesse sourit sans raison. C'est le plus charmant de ses privilèges. Il se retourna et, s'appuyant sur son coude, se mit à boire à petits coups son chocolat. Le pâle soleil de novembre inondait la chambre. Le ciel était pur et il y avait une douce chaleur dans l'air. C'était presque une matinée de mai. Peu à peu, les événements de la nuit précédente envahirent sa mémoire, marchant sans bruit de leurs pas ensanglantés. Ils se reconstituèrent d'eux-mêmes avec une terrible précision. Il tressaillit au souvenir de tout ce qu'il avait souffert, et un instant, le même étrange sentiment de haine contre Basil Hallward qui l'avait poussé à le tuer lorsqu'il était assis dans le fauteuil l'envahit et le glaça d'un frisson. Le mort était encore là-haut lui aussi, et dans la pleine lumière du soleil maintenant. Cela était horrible. D'aussi hideuses choses sont faites pour les ténèbres, non pour le grand jour. Il sentit que s'il poursuivait cette songerie, il en deviendrait malade ou fou. Il y avait des péchés dont le charme était plus grand par le souvenir que par l'acte lui-même, d'étranges triomphes qui récompensaient l'orgueil bien plus que les passions et donnaient à l'esprit un raffinement de joie bien plus grand que le plaisir qu'ils apportaient ou pouvaient jamais apporter aux sens. Mais celui-ci n'était pas de ceux-là. C'était un souvenir à chasser de son esprit. Il fallait l'endormir de pavot, l'étrangler enfin de peur qu'il ne l'étranglât lui-même. Quand la demie sonna, il passa sa main sur son front et se leva en hâte. Il s'habilla avec plus de soin encore que d'habitude, choisissant longuement sa cravate et son épingle, en changeant plusieurs fois de bague. Il mit aussi beaucoup de temps à déjeuner, goûtant aux divers plats, parlant à son domestique d'une nouvelle livrée qu'il voulait faire pour ses serviteurs à Selby, tout en décachetant son courrier. Une des lettres le fit sourire, 3 autres l'ennuyèrent. Il relut plusieurs fois la même, puis la déchira avec une légère expression de lassitude. Quelle terrible chose qu'une mémoire de femme, comme dit Lord Henry, murmura-t-il. Après qu'il eut bu sa tasse de café noir, il s'essuya les lèvres avec une serviette, fit signe à son domestique d'attendre et s'assit à sa table pour écrire 2 lettres. Il en mit une dans sa poche et tendit l'autre au valet. Portez ceci 152 Hertford Street.
Francis, et si M. Campbell est absent de Londres, demandez son adresse. Dès qu'il fut seul, il alluma une cigarette et se mit à faire des croquis sur une feuille de papier, dessinant des fleurs, des motifs d'architecture, puis des figures humaines. Il remarqua tout à coup que chaque figure qu'il avait tracée avait une fantastique ressemblance avec Basil Hallward. Il tressaillit et, se levant, alla à sa bibliothèque, où il prit un volume au hasard. Il était déterminé à ne pas penser aux derniers événements tant que cela ne deviendrait pas absolument nécessaire. Une fois allongé sur le divan, il regarda le titre du livre. C'était une édition Charpentier sur Japon des émaux et camées de Gautier, ornée d'une eau-forte de Jacquemart. La reliure était de cuir jaune citron, estampée d'un treillis d'or et d'un semis de grenade. Ce livre lui avait été offert par Adrien Singleton. Comme il tournait les pages, ses yeux tombèrent sur le poème de la main de Lacenaire, la main froide et jaune du supplice encore mal lavé, aux poils roux et aux doigts de faune. Il regarda ses propres doigts blancs et fuselés et frissonna légèrement malgré lui. Il continua à feuilleter le volume et s'arrêta à ces délicieuses stances sur Venise. Sur une gamme chromatique, le sein de perles ruisselant, la Vénus de l'Adriatique sort de l'eau son corps rose et blanc. Les dômes, sur l'azur des ondes, suivant la phrase au pur contour, s'enflent comme des gorges rondes que soulève un soupir d'amour. L'esquille aborde et me dépose, jetant son amarre au pilier, devant une façade rose sur le marbre d'un escalier. Comme cela était exquis! Il semblait, en le lisant, qu'on descendait les vertes lagunes de la cité couleur de rose et de perles, assis dans une gondole noire à la proue d'argent et aux rideaux traînants. Ces simples vers lui rappelaient ces longues bandes bleu turquoise se succédant lentement à l'horizon du Lido. L'éclat soudain des couleurs évoquait ces oiseaux à la gorge d'iris et d'opale qui voltigent autour du haut campanile fouillé comme un rayon de miel, ou se promènent avec tant de grâce sous les sombres et poussiéreuses arcades. Il se renversa les yeux mi-clos, se répétant à lui-même, devant une façade rose sur le marbre d'un escalier. Tout Venise était dans ces deux vers. Il se remémora l'automne qu'il y avait vécu et le prestigieux amour qui l'avait poussé à de délicieuses et délirantes folies. Il y a des romans partout, mais Venise, comme Oxford, était demeurée le véritable cadre de tout roman. Et pour le vrai romantique, le cadre est tout ou presque tout. Basile l'avait accompagné une partie du temps et s'était féru du Tintoret. Pauvre Basile! Quelle horrible mort! Il frissonna de nouveau et reprit le volume, s'efforçant d'oublier. Il lut ces vers délicieux sur les hirondelles du petit café de Smyrne, entrant et sortant, tandis que les hadjis, assis tout autour, comptent les grains d'ambre de leurs chapelets et que les marchands enturbanés fument leurs longues pipes à glands et se parlent gravement. Ceux sur l'obélisque de la place de la Concorde, qui pleurent des larmes de granit sur son exil sans soleil, languissant de ne pouvoir retourner près du Nil brûlant et couvert de lotus, où sont des sphinx et des ibis roses et rouges, des vautours blancs aux griffes d'or, des crocodiles aux petits yeux de béryl qui rampent dans la boue verte et fumeuse. Il se mit à rêver sur ces vers qui chantent un marbre souillé de baisers et nous parlent de cette curieuse statue que Gautier compare à une voix de contralto. Le monstre charmant, couché dans la salle de porphyre du Louvre. Bientôt, le livre lui tomba des mains. Il s'énervait. Une terreur l'envahissait. Si Alan Campbell allait être absent d'Angleterre. Des jours passeraient avant son retour. Peut-être refuserait-il de venir. Que faire alors? Chaque moment avait une importance vitale. Ils avaient été grands amis, 5 ans auparavant, presque inséparables en vérité. Puis leur intimité s'était tout à coup interrompue. Quand ils se rencontraient maintenant dans le monde, Dorian Gray seul souriait, mais jamais Alan Campbell.
C'était un jeune homme très intelligent, quoiqu'il n'appréciât guère les arts plastiques, malgré une certaine compréhension de la beauté poétique qu'il tenait entièrement de Dorian. Sa passion dominante était la science. À Cambridge, il avait dépensé la plus grande partie de son temps à travailler au laboratoire et conquis un bon rang de sortie pour les sciences naturelles. Il était encore très adonné à l'étude de la chimie et avait un laboratoire à lui, dans lequel il s'enfermait tout le jour, au grand désespoir de sa mère qui avait rêvé pour lui un siège au Parlement et conservait une vague idée qu'un chimiste était un homme qui faisait des ordonnances. Il était très bon musicien en outre et jouait du violon et du piano, mieux que la plupart des amateurs. En fait, c'était la musique qui les avait rapprochés, Dorian et lui. La musique et aussi cette indéfinissable attraction que Dorian semblait pouvoir exercer chaque fois qu'il le voulait et qu'il exerçait souvent même inconsciemment. Ils s'étaient rencontrés chez Lady Berkshire, le soir où Rubinstein y avait joué, et depuis on les avait toujours vus ensemble à l'opéra, et partout où l'on faisait de bonne musique. Cette intimité se continua pendant 18 mois. Campbell était constamment ou à Selby Royal ou à Grosvenor Square. Pour lui, comme pour bien d'autres, Dorian Gray était le parangon de tout ce qui est merveilleux et séduisant dans la vie. Une querelle était-elle survenue entre eux? Nul ne le savait. Mais on remarqua tout à coup qu'ils se parlaient à peine lorsqu'ils se rencontraient, et que Campbell partait toujours de bonne heure des réunions où Dorian Gray était présent. De plus, il avait changé. Il avait d'étranges mélancolies, semblait presque détester la musique, ne voulait plus jouer lui-même, alléguant pour excuse, quand on l'en priait, que ses études scientifiques l'absorbaient tellement qu'il ne lui restait plus le temps de s'exercer. Et cela était vrai. Chaque jour, la biologie l'intéressait davantage, et son nom fut prononcé plusieurs fois dans des revues de sciences à propos de curieuses expériences. C'était là l'homme que Dorian Gray attendait. À tout moment, il regardait la pendule. À mesure que les minutes s'écoulaient, il devenait horriblement agité. Enfin il se leva, arpenta la chambre comme un oiseau prisonnier. Sa marche était saccadée, ses mains étrangement froides. L'attente devenait intolérable. Le temps lui semblait marcher avec des pieds de plomb, et lui, il se sentait emporté par une monstrueuse rafale au-dessus des bords de quelque précipice béant. Il savait ce qui l'attendait, il le voyait, il pressait de ses mains moites ses paupières brûlantes comme pour anéantir sa vue ou renfoncer à jamais dans leurs orbites les globes de ses yeux. C'était en vain. Son cerveau avait sa propre nourriture dont il se sustentait, et la vision rendue grotesque par la terreur se déroulait en contorsion, défigurée douloureusement, dansant devant lui comme un mannequin immonde et grimaçant sous des masques changeants. Alors, soudain, le temps s'arrêta pour lui, et cette force aveugle à la respiration lente cessa son grouillement. D'horribles pensées dans cette mort du temps coururent devant lui montrant un hideux avenir. L'ayant contemplé, l'horreur le pétrifia. Enfin, la porte s'ouvrit, et son domestique entra. Il tourna vers lui ses yeux effarés. « Monsieur Campbell, monsieur, dit l'homme. » Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres desséchées, et la couleur revint à ses joues. « Dites-lui d'entrer, Francis. » Il sentit qu'il se ressaisissait. Son accès de lâcheté avait disparu. L'homme s'inclina et sortit. Un instant après, Alan Campbell entra, pâle et sévère, sa pâleur augmentée par le noir accusé de ses cheveux et de ses sourcils. « Alan, que c'est aimable à vous. Je vous remercie d'être venu. »« J'étais résolu à ne plus jamais mettre les pieds chez vous, Gray. Mais comme vous disiez que c'était une question de vie ou de mort... » Sa voix était dure et froide. Il parlait lentement. Il y avait une nuance de mépris dans son regard assuré et scrutateur posé sur Dorian. Il gardait ses mains dans les poches de son pardessus d'astrakhan et paraissait ne pas remarquer l'accueil qui lui était fait. « Oui, c'est une question de vie ou de mort, Alan, et pour plus d'une personne. Asseyez-vous. » Campbell prit une chaise près de la table et Dorian s'assit en face de lui. Les yeux des deux hommes se rencontrèrent. Une infinie compassion se lisait dans ceux de Dorian.
Il savait que ce qu'il allait faire était affreux. Après un pénible silence, il se pencha sur la table et dit tranquillement, épiant l'effet de chaque mot sur le visage de celui qui l'avait fait demander. Alan, dans une chambre fermée à clef, tout en haut de cette maison, une chambre où nul autre que moi ne pénétra, un homme mort est assis près d'une table. Il est mort, il y a maintenant 10 heures. Ne bronchez pas et ne me regardez pas ainsi. Qui est cet homme, pourquoi et comment il est mort sont des choses qui ne vous concernent pas. Ce que vous avez à faire est ceci. Arrêtez, Gray, je ne veux rien savoir de plus. Que ce que vous venez de me dire soit vrai ou non, cela ne me regarde pas. Je refuse absolument d'être mêlé à votre vie. Gardez pour vous vos horribles secrets. Ils ne m'intéressent plus désormais. Alan, ils auront à vous intéresser. Celui-ci vous intéressera. J'en suis cruellement fâché pour vous, Alan, mais je n'y puis rien moi-même. Vous êtes le seul homme qui puisse me sauver. Je suis forcé de vous mettre dans cette affaire. Je n'ai pas à choisir. Alan, vous êtes un savant. Vous connaissez la chimie et tout ce qui s'y rapporte. Vous avez fait des expériences. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est de détruire ce corps qui est là-haut, de le détruire pour qu'il n'en demeure aucun vestige. Personne n'a vu cet homme entrer dans ma maison. On le croit en ce moment à Paris. On ne remarquera pas son absence avant des mois. Lorsqu'on la remarquera, aucune trace ne restera de sa présence ici. Quant à vous, Alan, il faut que vous le transformiez avec tout ce qui est à lui en une poignée de cendres que je pourrais jeter au vent. Vous êtes fou, Dorian. Ah, j'attendais que vous m'appeliez Dorian. Vous êtes fou, vous dis-je, fou d'imaginer que je puisse lever un doigt pour vous aider, fou de me faire une pareille confession. Je ne veux rien avoir à démêler avec cette histoire, quelle qu'elle soit. Croyez-vous que je veuille risquer ma réputation pour vous? Que m'importe cette œuvre diabolique que vous faites? Il s'est suicidé, Alan. J'aime mieux cela, mais qui l'a conduit là? Vous, j'imagine. Refusez-vous encore de faire cela pour moi? Certes, je refuse, je ne veux absolument pas m'en occuper, je ne me soucie guère de la honte qui vous attend. Vous les méritez toutes. Je ne serais pas fâché de vous voir compromis, publiquement compromis. Comment osez-vous me demander à moi, parmi tous les hommes, de me mêler à cette horreur? J'aurais cru que vous connaissiez mieux les caractères. Votre ami Lord Henry Wotton aurait pu vous mieux instruire en psychologie, entre autres choses qu'il vous enseigna. Rien ne pourra me décider à faire un pas pour vous sauver. Vous vous êtes mal adressé. Voyez quelque autre de vos amis. Ne vous adressez pas à moi. Alan, c'est un meurtre. Je l'ai tué. Vous ne savez pas tout ce qu'il m'avait fait souffrir. Quelle qu'ait été mon existence, il a plus contribué à la faire ce qu'elle fut et à la perdre que ce pauvre Harry. Il se peut qu'il ne l'ait pas voulu. Le résultat est le même. Un meurtre, juste ciel, Dorian, c'est à cela que vous en êtes venu? Je ne vous dénoncerai pas, ça n'est pas mon affaire. Cependant, même sans mon intervention, vous serez sûrement arrêté. Nul ne commet un crime sans y joindre quelque maladresse. Mais je ne veux rien avoir à faire avec ceci. Il faut que vous ayez quelque chose à faire avec ceci. Attendez, attendez un moment. Écoutez-moi. Écoutez seulement, Alan. Tout ce que je vous demande, c'est de faire une expérience scientifique. Vous allez dans les hôpitaux et dans les morgues, et les horreurs que vous y faites ne vous émeuvent point. Si dans un de ces laboratoires fétides ou une de ces salles de dissection vous trouviez cet homme couché sur une table de plomb sillonnée de gouttières qui laisse couler le sang, vous le regarderiez simplement comme un admirable sujet. Pas un cheveu ne se dresserait sur votre tête. Vous ne croiriez pas faire quelque chose de mal. Au contraire, vous penseriez probablement travailler pour le bien de l'humanité, ou augmenter le trésor scientifique du monde, satisfaire une curiosité intellectuelle ou quelque chose de ce genre. Ce que je vous demande, c'est ce que vous avez déjà fait souvent. En vérité, détruire un cadavre doit être beaucoup moins horrible que ce que vous êtes habitué à faire.
Et songez-y, ce cadavre est l'unique preuve qu'il y ait contre moi. S'il est découvert, je suis perdu. Et il sera sûrement découvert si vous ne m'aidez pas. Je n'ai aucun désir de vous aider. Vous oubliez cela. Je suis simplement indifférent à toute l'affaire. Elle ne m'intéresse pas. Alan, je vous en conjure, songez quelle position est la mienne. Juste au moment où vous arriviez, je défaillais de terreur. Vous connaîtrez peut-être un jour vous-même cette terreur. Non, ne pensez pas à cela. Considérez la chose uniquement au point de vue scientifique. Vous ne vous informez point d'où viennent les cadavres qui servent à vos expériences. Ne vous informez point de celui-ci. Je vous en ai trop dit là-dessus. Mais je vous supplie de faire cela. Nous fûmes amis, Alan. Ne parlez pas de ces jours-là, Dorian. Ils sont morts. Les morts s'attardent quelquefois. L'homme qui est là-haut ne s'en ira pas. Il est assis contre la table, la tête inclinée et les bras étendus. Alan, Alan, si vous ne venez pas à mon secours, je suis perdu. Quoi? Ils me pendront, Alan. Ne comprenez-vous pas? Ils me pendront pour ce que j'ai fait. Il est inutile de prolonger cette scène. Je refuse absolument de me mêler à tout cela. C'est de la folie de votre part de me le demander. Vous refusez? Oui. Je vous en supplie, Alan. C'est inutile. Le même regard de compassion se montra dans les yeux de Dorian Gray. Il étendit la main, prit une feuille de papier et traça quelques mots. Il relut ce billet 2 fois, le plia soigneusement et le poussa sur la table. Cela fait, il se leva et alla à la fenêtre. Campbell le regarda avec surprise, puis il prit le papier et l'ouvrit. À mesure qu'il lisait, une pâleur affreuse décomposait ses traits. Il se renversa sur sa chaise. Son cœur battait à se rompre. Après 2 ou 3 minutes de terrible silence, Dorian se retourna et vint se poser derrière lui, la main appuyée sur son épaule. « Je le regrette pour vous, Alan, murmura-t-il, mais vous ne m'avez laissé aucune alternative. J'avais une lettre toute prête, la voici. Vous voyez l'adresse? Si vous ne m'aidez pas, il faudra que je l'envoie. Si vous ne m'aidez pas, je l'enverrai. Vous savez ce qui en résultera. Mais vous allez m'aider. Il est impossible que vous me refusiez maintenant. J'ai essayé de vous épargner. Vous me rendrez la justice de le reconnaître. Vous fûtes sévère, dur, offensant. Vous m'avez traité comme nul homme n'osa jamais le faire. Nul homme vivant, tout au moins. J'ai tout supporté. Maintenant, c'est à moi à dicter les conditions. Campbell cacha sa tête entre ses mains. Un frisson le parcourut. Oui, c'est à mon tour à dicter mes conditions, Alan. Vous les connaissez. La chose est très simple. Venez, ne vous mettez pas ainsi en fièvre. Il faut que la chose soit faite. Envisagez-la et faites-la. Un gémissement sortit des lèvres de Campbell, qui se mit à trembler de tout son corps. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée lui parut diviser le temps en atomes successifs d'agonie dont chacun était trop lourd pour être porté. Il lui sembla qu'un cercle de fer enserrait lentement son front, et que la honte dont il était menacé l'avait atteint déjà. La main posée sur son épaule lui pesait comme une main de plomb, intolérablement. Elle semblait le broyer. « Eh bien, Alan, il faut vous décider. »« Je ne peux pas, dit-il machinalement, comme si ces mots avaient pu changer la situation. »« Il le faut, vous n'avez pas le choix. N'attendez plus. » Il hésita un instant. « Y a-t-il du feu dans cette chambre haute ? » ?»« Oui, il y a un appareil au gaz avec de l'amiante. »« Il faut que j'aille chez moi, prendre des instruments au laboratoire. »« Non, Alan, vous ne sortirez pas d'ici. Écrivez ce qu'il faut sur une feuille de papier et mon domestique prendra un cab et ira vous le chercher. » Campbell griffonna quelques lignes, y passa le buvard et écrivit sur une enveloppe l'adresse de son aide. Dorian prit le billet et le lut attentivement, puis il sonna et le donna à son domestique avec l'ordre de revenir aussitôt que possible et de rapporter les objets demandés. Quand la porte de la rue se fut refermée, Campbell se leva nerveusement et s'approcha de la cheminée. Il semblait grelotter d'une sorte de fièvre.
Pendant près de 20 minutes, aucun des deux hommes ne parla. Une mouche bourdonnait bruyamment dans la pièce, et le tic-tac de l'horloge résonnait comme des coups de marteau. Le timbre sonna 1 heure. Campbell se retourna et, regardant Dorian, vit que ses yeux étaient baignés de larmes. Il y avait dans cette face désespérée une pureté, une distinction qui le mirent hors de lui. « Vous êtes infâme, absolument infâme, murmura-t-il. « Fi, Alan, vous m'avez sauvé la vie, dit Dorian. « Votre vie, juste ciel, quelle vie! Vous êtes allé de corruption en corruption, jusqu'au crime. En faisant ce que je vais faire, ce que vous me forcez à faire, ce n'est pas à votre vie que je songe. » « Ah, Alan, murmura Dorian avec un soupir, je vous souhaite d'avoir pour moi la 1000e partie de la pitié que j'ai pour vous. » Il lui tourna le dos en parlant ainsi et alla regarder à la fenêtre du jardin. Campbell ne répondit rien. Après une dizaine de minutes, on frappa à la porte et le domestique entra, portant avec une grande boîte d'acajou pleine de drogue, un long rouleau de fil d'acier et de platine et 2 crampons de fer d'une forme étrange. « Faut-il laisser cela ici, monsieur » demanda-t-il à Campbell. « Oui, dit Dorian. « Je crois, Francis, que j'ai encore une commission à vous donner. Quel est le nom de cet homme de Richmond qui fournit les orchidées à Selby ?»« Harden, monsieur. » « Oui, Harden. Allez à Richmond voir Harden lui-même. Vous lui direz de m'envoyer 2 fois plus d'orchidées que je n'en avais commandé et d'en mettre aussi peu de blanches que possible. Non, pas de blanches du tout. Le temps est délicieux, Francis, et Richmond est un endroit charmant. Autrement, je ne voudrais pas vous ennuyer avec cela. »« Pas du tout, monsieur. À quelle heure faudra-t-il que je revienne ?» Dorian regarda Campbell. « Combien de temps demandera votre expérience, Alan ?» dit-il d'une voix calme et indifférente, comme si la présence d'un tiers lui donnait un courage inattendu. Campbell tressaillit et se mordit les lèvres. « Environ 5 heures, répondit-il. « Il sera donc temps que vous rentriez vers 7h30, Francis. Ou plutôt, attendez, préparez-moi ce qu'il faudra pour m'habiller, vous aurez votre soirée pour vous. Je ne dîne pas ici, de sorte que je n'aurai plus besoin de vous. »« Merci, monsieur, répondit le valet en se retirant. Maintenant, Alan, ne perdons pas un instant. Comme cette caisse est lourde, je vais la monter. Prenez les autres objets. » Il parlait vite, d'un ton de commandement. Campbell se sentit dominé. Ils sortirent ensemble. Arrivé au palier du dernier étage, Dorian sortit sa clef et la mit dans la serrure. Puis il s'arrêta, les yeux troublés, frissonnant. « Je crois que je ne pourrai pas entrer, Alan, murmura-t-il. « Ça m'est égal, je n'ai pas besoin de vous, dit Campbell froidement. Dorian entr'ouvrit la porte. À ce moment, il aperçut en plein soleil les yeux du portrait qui semblaient le regarder. Devant lui, sur le parquet, le rideau déchiré était étendu. Il se rappela que la nuit précédente, il avait oublié pour la première fois de sa vie de cacher le tableau fatal. Il eut envie de fuir, mais il se retint en frémissant. Quelle était cette odieuse tache rouge, humide et brillante qu'il voyait sur une des mains, comme si la toile eût suinté du sang. Comme c'était horrible. Plus horrible lui parut-il sur le moment que ce paquet immobile et silencieux, affaissé contre la table, cette masse informe et grotesque, dont l'ombre se projetait sur le tapis souillé, lui montrant qu'elle n'avait pas bougé et était toujours là, telle qu'il l'avait laissée. Il poussa un profond soupir, ouvrit la porte un peu plus grande, et les yeux à demi fermés, détournant la tête, il entra vivement, résolu à ne pas jeter lui-même un regard vers le cadavre. Puis, s'arrêtant et ramassant le rideau de pourpre et d'or, il le jeta sur le cadre. Alors il resta immobile, craignant de se retourner, les yeux fixés sur les arabesques de la broderie qu'il avait devant lui. Il entendit Campbell qui rentrait la lourde caisse et les objets métalliques nécessaires à son horrible travail. Il se demanda si Campbell et Basil Hallward s'étaient jamais rencontrés, et dans ce cas, ce qu'ils avaient pu penser l'un de l'autre. « Laissez-moi maintenant, » dit une voix dure derrière lui. Il se retourna et sortit en hâte,
ayant confusément entrevu le cadavre renversé sur le dos du fauteuil et Campbell contemplant sa face jaune et luisante. En descendant, il entendit le bruit de la clef dans la serrure. Alan s'enfermait. Il était beaucoup plus de 7 heures lorsque Campbell en rentra dans la bibliothèque. Il était pâle, mais parfaitement calme. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, murmura-t-il, et maintenant adieu. Ne nous revoyons plus jamais. »« Vous m'avez sauvé, Alan, je ne pourrai jamais l'oublier, » dit Dorian simplement. Dès que Campbell fut sorti, il monta. Une odeur horrible d'acide nitrique emplissait la chambre. Mais la chose, assise ce matin devant la table, avait disparu. Fin du chapitre 14, lu par Martine. Chapitre 15 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 15. Ce soir-là, à 8h30, exquisement vêtue, la boutonnière ornée d'un gros bouquet de violettes de Parme, Dorian Gray était introduit dans le salon de Lady Narborough par des domestiques inclinés. Les veines de ses tempes palpitaient fébrilement, et il était dans un état de sauvage excitation. Mais l'élégante révérence qu'il eut vers la main de la maîtresse de la maison fut aussi aisée et aussi gracieuse qu'à l'ordinaire. Peut-être n'est-on jamais plus à l'aise que lorsqu'on a quelque comédie à jouer. Certes, aucun de ceux qui virent Dorian Gray ce soir-là n'eût pu imaginer qu'il venait de traverser un drame aussi horrible qu'aucun drame de notre époque. Ses doigts délicats ne pouvaient avoir tenu le couteau d'un assassin, ni ses lèvres souriantes blasphémer Dieu. Malgré lui, il s'étonnait du calme de son esprit, et pour un moment il ressentit profondément le terrible plaisir d'avoir une vie double. C'était une réunion intime, bientôt transformée en confusion par Lady Narborough, femme très intelligente, dont Lord Henry parlait comme d'une femme qui avait gardé de beaux restes d'une remarquable laideur. Elle s'était montrée l'excellente épouse d'un de nos plus ennuyeux ambassadeurs, et, ayant enterré son mari convenablement sous un mausolée de marbre qu'elle avait elle-même dessiné et marié ses filles à des hommes riches et mûrs, se consacrait maintenant au plaisir de l'art français, de la cuisine française et de l'esprit français quand elle pouvait l'atteindre. Dorian était un de ses grands favoris. Elle lui disait toujours qu'elle était ravie de ne l'avoir pas connu dans sa jeunesse. « Car, mon cher ami, je suis sûre que je serais devenue follement amoureuse de vous, » ajoutait-elle. « J'aurais jeté pour vous mon bonnet par-dessus les moulins. Heureusement que l'on ne pensait pas à vous, alors. D'ailleurs, nos bonnets étaient si déplaisants et les moulins si occupés à prendre le vent que je n'eus jamais de flirt avec personne. Et puis, ce fut de la faute de Narborough. Il était tellement myope qu'il n'y aurait eu aucun plaisir à tromper un mari qui n'y voyait jamais rien. » Ses invités ce soir-là était plutôt ennuyeux. Ainsi qu'elle l'expliqua à Dorian derrière un éventail usé, une de ses filles mariées lui était tombée à l'improviste et pour comble de malheur avait amené son mari avec elle. « Je trouve cela bien désobligeant de sa part, mon cher, » lui souffla-t-elle à l'oreille. « Certes, je vais passer chaque été avec eux en revenant de Hombourg, mais il faut bien qu'une vieille femme comme moi aille quelquefois prendre un peu d'air frais. Au reste, je les réveille réellement. Vous n'imaginez pas l'existence qu'ils mènent. C'est la plus complète vie de campagne. Ils se lèvent de bonne heure car ils ont tant à faire et se couchent tôt ayant si peu à penser. Il n'y a pas le moindre scandale dans tout le voisinage depuis le temps de la reine Élisabeth. Aussi s'endorment-ils tous après dîner. Il ne faut pas aller vous asseoir près d'eux. Vous resterez près de moi et vous me distrairez. » Dorian murmura un compliment aimable et regarda autour de lui. C'était certainement une fastidieuse réunion. 2 personnages lui étaient inconnus, et les autres étaient Ernest Harrowden, un de ces médiocres entre-deux âges, si communs dans les clubs de Londres, qui n'ont pas d'ennemis mais qui n'en sont pas moins détestés de leurs amis. Lady Ruxton, une femme de 47 ans à la toilette tapageuse, au nez recourbé, qui essayait toujours de se trouver compromise, mais était si parfaitement banale qu'à son grand désappointement, personne n'eût jamais voulu croire à aucune médisance sur son compte.
Madame Erlynne, personne aux cheveux roux vénitiens, très réservée, affectée d'un délicieux bégaiement. Lady Alice Chapman, la fille de l'hôtesse, triste et mal fagotée, lotie d'une de ces banales figures britanniques qu'on ne se rappelle jamais, et enfin son mari, un être aux joues rouges, aux favoris blancs, qui, comme beaucoup de ceux de son espèce, pensait qu'une excessive jovialité pouvait suppléer au manque absolu d'idées. Dorian regrettait presque d'être venu lorsque Lady Narborough, regardant la grande pendule qui étalait sur la cheminée drapée de mauve ses volutes prétentieuses de bronze doré, s'écria « Comme c'est mal à Henry Wotton d'être si en retard, j'ai envoyé ce matin chez lui à tout hasard, et il m'a promis de ne pas nous manquer. » Ce lui fut une consolation de savoir qu'Harry allait venir. Et quand la porte s'ouvrit et qu'il entendit sa voix douce et musicale, prêtant son charme à quelque insincère compliment, l'ennui le quitta. Pourtant à table il ne put rien manger, les mets se succédaient dans son assiette sans qu'il y goûtât. Lady Narborough ne cessait de le gronder pour ce qu'elle appelait « une insulte à ce pauvre Adolphe qui a composé le menu exprès pour vous ». De temps en temps, Lord Henry le regardait, s'étonnant de son silence et de son air absorbé. Le sommelier remplissait sa coupe de champagne, il buvait avidement, et sa soif semblait en augmenter. « Dorian, » dit enfin Lord Henry, lorsqu'on servit le chaud-froid, « qu'avez-vous donc ce soir? Vous ne paraissez pas à votre aise ?» « Il est amoureux !» s'écria Lady Narborough, « et je crois qu'il a peur de me l'avouer, de crainte que je ne sois jalouse. Et il a raison, je le serai certainement. »« Chère Lady Narborough, » murmura Dorian en souriant, « je n'ai pas été amoureux depuis une grande semaine, depuis que Madame de Ferrol a quitté Londres. »« Comment les hommes peuvent-ils être amoureux de cette femme ?» s'écria la vieille dame. « Je ne puis vraiment le comprendre. »« C'est tout simplement parce qu'elle vous rappelle votre enfance, Lady Narborough, » dit Lord Henry. « Elle est le seul trait d'union entre nous et vos robes courtes. »« Elle ne me rappelle pas du tout mes robes courtes, Lord Henry, mais je me souviens très bien de l'avoir vue à Vienne il y a 30 ans. Était-elle assez décolletée alors ?»« Elle est encore décolletée, » répondit-il, prenant une olive de ses longs doigts, « et quand elle est en brillante toilette, elle ressemble à une édition de luxe d'un mauvais roman français. Elle est vraiment extraordinaire et pleine de surprises. Son goût pour la famille est étonnant. Lorsque son 3e mari mourut, ses cheveux devinrent parfaitement dorés de chagrin. »« Pouvez-vous dire, Harry ?» s'écria Dorian. « C'est une explication romantique, » s'exclama en riant l'hôtesse. « Mais vous dites son 3e mari, Lord Henry. Vous ne voulez pas dire que Ferrol est le 4e ? » ?»« Certainement, Lady Narborough. Je n'en crois pas un mot. Demandez plutôt à M. Gray, c'est un de ses plus intimes amis. »« Est-ce vrai, M. Gray ?»« Elle me l'a dit, Lady Narborough, » dit Dorian. « Je lui ai demandé si, comme Marguerite de Navarre, elle ne conservait pas leur cœur embaumé et pendu à sa ceinture. Elle me répondit que non, car aucun d'eux n'en avait. »« 4 maris ! Ma parole, c'est trop de zèle, trop d'audace, lui ai-je dit, repartit Dorian. « Oh, elle est assez audacieuse, mon cher. Et comment est Ferrol ? Je ne le connais pas. »« Les maris des très belles femmes appartiennent à la classe des criminels, » dit Lord Henry en buvant un petit coup. Lady Narborough le frappa de son éventail. « Lord Henry, je ne suis pas surprise que le monde vous trouve extrêmement méchant. »« Mais pourquoi le monde dit-il cela ?» demanda Lord Henry en levant la tête. « Ce ne peut être que le monde futur. Ce monde-ci et moi sommes en excellents termes. »« Tous les gens que je connais vous trouvent très méchant !» s'écria la vieille dame hochant la tête. Lord Henry redevint sérieux un moment. « C'est tout à fait monstrueux, » dit-il enfin, « cette façon qu'on a aujourd'hui de dire derrière le dos des gens ce qui est absolument vrai. »« N'est-il pas incorrigible ?» s'écria Dorian, se renversant sur le dossier de sa chaise. « Je l'espère bien, » dit en riant l'hôtesse. « Mais si, en vérité, vous adorez tous aussi ridiculement Madame de Ferrol, il faudra que je me remarie aussi, afin d'être à la mode. »« Vous ne vous remarierez jamais, Lady Narborough, » interrompit Lord Henry. « Vous fûtes beaucoup trop heureuse la première fois. Quand une femme se remarie, c'est qu'elle détestait son premier époux. Quand un homme se remarie, c'est qu'il adorait sa première femme. Les femmes cherchent leur bonheur, les hommes risquent le leur. »« Narborough n'était pas parfait, » s'écria la vieille dame. « S'il l'avait été, vous ne l'eussiez point adoré, » fut la réponse.
Les femmes nous aiment pour nos défauts. Si nous en avons pas mal, elles nous passeront tout, même notre intelligence. Vous ne m'inviterez plus, j'en ai peur, pour avoir dit cela, Lady Narborough, mais c'est entièrement vrai. Certes, c'est vrai, Lord Henry. Si nous autres femmes ne vous aimions pas pour vos défauts, que deviendriez-vous? Aucun de vous ne pourrait se marier. Vous seriez un tas d'infortunés célibataires. Non pas, cependant, que cela vous changerait beaucoup. Aujourd'hui, tous les hommes mariés vivent comme des garçons, et tous les garçons comme des hommes mariés. Fin de siècle, murmura Lord Henry. Fin de globe, répondit l'hôtesse. Je voudrais que ce fût la fin du globe, dit Dorian avec un soupir. La vie est une grande désillusion. Ah, mon cher ami, s'écria Lady Narborough, mettant ses gants. Ne me dites pas que vous avez épuisé la vie. Quand un homme dit cela, on comprend que c'est la vie qu'il a épuisée. Lord Henry est très méchant, et je voudrais souvent l'avoir été moi-même. Mais vous, vous êtes fait pour être bon, vous êtes si beau. Je vous trouverai une jolie femme. Lord Henry, ne pensez-vous pas que M. Gray devrait se marier? C'est ce que je lui dis toujours, Lady Narborough, acquiesça Lord Henry en s'inclinant. Bien, il faudra que nous nous occupions d'un parti convenable pour lui. Je parcourrai ce soir le Debrett avec soin et dresserai une liste de toutes les jeunes filles à marier. Avec leur âge, Lady Narborough? Demanda Dorian. Certes, avec leur âge, dûment reconnu. Mais il ne faut rien faire avec précipitation. Je veux que ce soit ce que le Morning Post appelle une union assortie, et je veux que vous soyez heureux. Que de bêtises on dit sur les mariages heureux, s'écria Lord Henry. Un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme aussi longtemps qu'il ne l'aime pas. Oh, quel affreux cynique vous faites, fit en se levant la vieille dame et en faisant signe vers Lady Ruxton. Il faudra bientôt revenir dîner avec moi. Vous êtes vraiment un admirable tonique, bien meilleur que celui que Sir Andrew m'a prescrit. Il faudra aussi me dire quelle personne vous aimeriez rencontrer. Je veux que ce soit un choix parfait. J'aime les hommes qui ont un avenir et les femmes qui ont un passé, répondit Lord Henry. Ne croyez-vous pas que cela puisse faire une bonne compagnie? Je le crains, dit-elle en riant, en se dirigeant vers la porte. Mille pardons, ma chère Lady Ruxton, ajouta-t-elle. Je n'avais pas vu que vous n'aviez pas fini votre cigarette. Ce n'est rien, Lady Narborough. Je fume beaucoup trop. Je me limiterai à l'avenir. N'en faites rien, Lady Ruxton, dit Lord Henry. La modération est une chose fatale. Assez est aussi mauvais qu'un repas. Plus qu'assez est aussi bon qu'une fête. Lady Ruxton le regarda avec curiosité. Il faudra venir m'expliquer cela une de ces après-midi, Lord Henry. La théorie me paraît séduisante, murmura-t-elle en sortant majestueusement. Maintenant, songez à ne pas trop parler de politique et de scandale, cria Lady Narborough de la porte. Autrement, nous nous querellerons. Les hommes éclatèrent de rire, et M. Chapman remonta solennellement du bout de la table et vint s'asseoir à la place d'honneur. Dorian Gray alla se placer près de Lord Henry. M. Chapman se mit à parler très haut de la situation à la Chambre des communes. Il avait de gros rires en nommant ses adversaires. Le mot « doctrinaire », mot plein de terreur pour l'esprit britannique, revenait de temps en temps dans sa conversation. Un préfixe allitéré est un ornement à l'art oratoire. Il élevait l'Union Jack sur le pinacle de la pensée. La stupidité héréditaire de la race, qu'il dénommait jovialement le bon sens anglais, était, comme il le démontrait, le vrai rempart de la société. Un sourire vint aux lèvres de Lord Henry, qui se retourna vers Dorian. « Êtes-vous mieux, cher ami ?» demanda-t-il. « Vous paraissiez mal à votre aise à table. »« Je suis très bien, Harry. Un peu fatigué, voilà tout. »« Vous fûtes charmant hier soir. La petite duchesse est tout à fait folle de vous. Elle m'a dit qu'elle irait à Selby. Elle m'a promis de venir le 20. Est-ce que Monmouth y sera aussi ? Il m'ennuie terriblement, presque autant qu'il ennuie la duchesse. Elle est très intelligente, trop intelligente pour une femme. Elle manque de ce charme indéfinissable des faibles. Ce sont les pieds d'argile qui rendent précieux l'or de la statue. Ces pieds sont fort jolis, mais ils ne sont pas d'argile. Des pieds de porcelaine blanche, si vous voulez. Ils ont passé au feu, et ce que le feu ne détruit pas, il le durcit. Elle a eu des aventures. « Depuis quand est-elle mariée ?» demanda Dorian. « Depuis une éternité, m'a-t-elle dit. Je crois, d'après l'armorial, que ce doit être depuis 10 ans, mais 10 ans avec Monmouth peuvent compter pour une éternité. Qui viendra encore ?
Oh, les Willoughby, Lord Rugby et sa femme, notre hôtesse, Geoffrey Closton, les habitués. J'ai invité Lord Grotrian. Il me plaît, dit Lord Henry. Il ne plaît pas à tout le monde, mais je le trouve charmant. Il expie sa mise quelquefois exagérée et son éducation toujours trop parfaite. C'est une figure très moderne. Je ne sais s'il pourra venir, Harry. Il faudra peut-être qu'il aille à Monte-Carlo avec son père. Ah, quelle peste que ces gens! Tâchez donc qu'ils viennent. À propos, Dorian, vous êtes parti de bien bonne heure hier soir. Il n'était pas encore 11 heures. Qu'avez-vous fait? Êtes-vous rentré tout droit chez vous? Dorian le regarda brusquement. Non, Harry, dit-il enfin. Je ne suis rentré chez moi que vers 3 heures. Êtes-vous allé au club? Oui, répondit-il. Puis il se mordit les lèvres. Non, je veux dire, je ne suis pas allé au club, je me suis promené. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Comme vous êtes indiscret, Harry, vous voulez toujours savoir ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours besoin d'oublier ce que j'ai fait. Je suis rentré à 2h30, si vous tenez à savoir l'heure exacte. J'avais oublié ma clé et mon domestique a dû m'ouvrir. S'il vous faut des preuves, vous les lui demanderez. Lord Henry haussa les épaules. Comme si cela m'intéressait, mon cher ami. Montons au salon. Non merci, monsieur Chapman, pas de sherry. Il vous est arrivé quelque chose, Dorian. Dites-moi ce que c'est. Vous n'êtes pas vous-même ce soir. Ne vous inquiétez pas de moi, Harry. Je suis irritable, nerveux. J'irai vous voir demain ou après-demain. Faites mes excuses à Lady Narborough. Je ne monterai pas. Je vais rentrer. Il faut que je rentre. Très bien, Dorian. J'espère que je vous verrai demain au thé. La duchesse viendra. Je ferai mon possible, Harry, dit-il en s'en allant. En rentrant chez lui, il sentit que la terreur qui l'avait chassé l'envahissait de nouveau. Les questions imprévues de Lord Henry lui avaient fait perdre un instant tout son sang-froid, et il avait encore besoin de calme. Des objets dangereux restaient à détruire. Il se révoltait à l'idée de les toucher de ses mains. Cependant, il fallait que ce fût fait. Il se résigna, et quand il eut fermé à clé la porte de sa bibliothèque, il ouvrit le placard secret où il avait jeté le manteau et la valise de Basil Hallward. Un grand feu brûlait dans la cheminée. Il y jeta encore une bûche. L'odeur de cuir roussi et de drap brûlé était insupportable. Il lui fallut 3/4 d'heure pour consumer le tout. À la fin, il se sentit faiblir, presque malade, et, ayant allumé des pastilles d'alger dans un brûle-parfum de cuivre ajouré, il se rafraîchit les mains et le front avec du vinaigre de toilette au musc. Soudain, il frissonna. Ses yeux brillaient étrangement. Il mordillait fiévreusement sa lèvre inférieure. Entre 2 fenêtres se trouvait un grand cabinet florentin, en ébène incrusté d'ivoire et de lapis. Il le regardait comme si c'eût été un objet capable de le ravir et de l'effrayer tout à la fois, et comme s'il eût contenu quelque chose qu'il désirait et dont il avait peur. Sa respiration était haletante. Un désir fou s'empara de lui. Il alluma une cigarette, puis la jeta. Ses paupières s'abaissèrent, et les longues franges de ses cils faisaient une ombre sur ses joues. Il regarda encore le cabinet. Enfin, il se leva du divan où il était étendu, alla vers le meuble, l'ouvrit et pressa un bouton dissimulé dans un coin. Un tiroir triangulaire sortit lentement. Ses doigts y plongèrent instinctivement et en retirèrent une petite boîte de laque vieil or, délicatement travaillée. Les côtés en étaient ornés de petites vagues en relief et de cordons de soie où pendaient des glands de fils métalliques et des perles de cristal. Il ouvrit la boîte. Elle contenait une pâte verte, ayant l'aspect de la cire, et une odeur forte et pénétrante. Il hésita un instant, un étrange sourire aux lèvres. Il grelottait, quoique l'atmosphère de la pièce fût extraordinairement chaude. Puis il s'étira et regarda la pendule. Il était 00:20. Il remit la boîte, ferma la porte du meuble et rentra dans sa chambre. Quand les 12 coups de bronze de minuit retentirent dans la nuit épaisse, Dorian Gray, mal vêtu, le cou enveloppé d'un cache-nez, se glissait hors de sa maison. Dans Bond Street, il rencontra un hansom attelé d'un bon cheval. Il le héla et donna à voix basse une adresse au cocher. L'homme secoua la tête. « C'est trop loin pour moi, » murmura-t-il. « Voilà un souverain pour vous, » dit Dorian. « Vous en aurez un autre si vous allez vite. »« Très bien, monsieur, » répondit l'homme. « Vous y serez dans 1 heure. » Et, ayant mis son pourboire dans sa poche, il fit faire demi-tour à son cheval, qui partit rapidement dans la direction du fleuve. Fin du chapitre 15, enregistré par Pauline Latournerie.
Chapitre 16 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu, chapitre 16. Une pluie froide commençait à tomber, et les réverbères luisaient fantomatiquement dans le brouillard humide. Les public houses se fermaient, et des groupes ténébreux d'hommes et de femmes se séparaient aux alentours. D'ignobles éclats de rire fusaient de quelques bars. Dans d'autres, des ivrognes braillaient et criaient. Étendu dans le hansom, son chapeau posé en arrière sur sa tête, Dorian Gray regardait avec des yeux indifférents la honte sordide de la grande ville. Il se répétait à lui-même les mots que Lord Henry lui avait dits le jour de leur première rencontre. Guérir l'âme par le moyen des sens et les sens au moyen de l'âme. Oui, là était le secret. Il l'avait souvent essayé et l'essaierait encore. Il y a des boutiques d'opium où l'on peut acheter l'oubli, des tanières d'horreur où la mémoire des vieux péchés s'abolit par la folie des péchés nouveaux. La lune se levait basse dans le ciel, comme un crâne jaune. De temps à autre, un lourd nuage informe, comme un long bras, la cachait. Les réverbères devenaient de plus en plus rares et les rues plus étroites et plus sombres. À un certain moment, le cocher perdit son chemin et dut rétrograder d'un demi-mille. Une vapeur enveloppait le cheval, trottant dans les flaques d'eau. Les vitres du hansom étaient ouatées d'une brume grise. Guérir l'âme par le moyen des sens et les sens au moyen de l'âme. Ces mots sonnaient singulièrement à son oreille. Oui, son âme était malade à la mort. Était-il vrai que les sens la pouvaient guérir? Un sang innocent avait été versé. Comment racheter cela? Ah, il n'était point d'expiation. Mais, quoique le pardon fût impossible, possible encore était l'oubli, et il était déterminé à oublier cette chose, à en abolir pour jamais le souvenir, à l'écraser comme on écrase une vipère qui vous a mordu. Vraiment, de quel droit Basile lui avait-il parlé ainsi? Qui l'avait autorisé à se poser en juge des autres? Il avait dit des choses qui étaient effroyables, horribles, impossibles à endurer. Le hansom allait cahin-caha, de moins en moins vite semblait-il. Il abaissa la trappe et dit à l'homme de se presser. Un hideux besoin d'opium commençait à le ronger. Sa gorge brûlait et ses mains délicates se crispaient nerveusement. Il frappa férocement le cheval avec sa canne. Le cocher ricana et fouetta sa bête. Il se mit à rire à son tour, et l'homme se tut. La route était interminable, les rues lui semblaient comme la toile noire d'une invisible araignée. Cette monotonie devenait insupportable, et il s'effraya de voir le brouillard s'épaissir. Ils passèrent près de solitaires briqueteries. Le brouillard se raréfiait, et il put voir les étranges fours en forme de bouteilles d'où sortaient des langues de feu orange en éventail. Un chien aboya comme il passait, et dans le lointain cria quelques mouettes errantes. Le cheval trébucha dans une ornière, fit un écart et partit au galop. Au bout d'un instant, ils quittèrent le chemin glaiseux et éveillèrent les échos des rues mal pavées. Les fenêtres n'étaient point éclairées, mais çà et là, des ombres fantastiques se silhouettaient contre des jalousies illuminées. Il les observait curieusement. Elles se remuaient comme de monstrueuses marionnettes qu'on eût dit vivantes. Il les détesta. Une rage sombre était dans son cœur. Au coin d'une rue, une femme leur cria quelque chose d'une porte ouverte, et 2 hommes coururent après la voiture l'espace de 100 yards. Le cocher les frappa de son fouet. Il a été reconnu que la passion nous fait revenir aux mêmes pensées. Avec une hideuse réitération, les lèvres mordues de Dorian Gray répétaient et répétaient encore la phrase captieuse qui lui parlait d'âme et de sens jusqu'à ce qu'il y eût trouvé la parfaite expression de son humeur et justifié par l'approbation intellectuelle les sentiments qui le dominaient. D'une cellule à l'autre de son cerveau rampait la même pensée, et le sauvage désir de vivre, le plus terrible de tous les appétits humains, vivifiait chaque nerf et chaque fibre de son être. La laideur, qu'il avait haïe parce qu'elle fait les choses réelles, lui devenait chère pour cette raison. La laideur était la seule réalité. Les abominables bagarres, l'exécrable taverne, la violence crue d'une vie désordonnée, la vilainie des voleurs et des déclassés,
étaient plus vrais dans leur intense actualité d'impression que toutes les formes gracieuses d'art, que les ombres rêveuses du chant. C'était ce qu'il fallait pour l'oubli. Dans 3 jours, il serait libre. Soudain, l'homme arrêta brusquement son cheval à l'entrée d'une sombre ruelle. Par-dessus les toits bas et les souches dentelées des cheminées des maisons, s'élevaient des mâts noirs de vaisseaux. Des guirlandes de blanches brumes s'attachaient aux vergues ainsi que des voiles de rêve. « C'est quelque part par ici, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda la voix rauque du cocher par la trappe. Dorian tressaillit et regarda autour de lui. « C'est bien comme cela, » répondit-il. Et après être sorti hâtivement du cab et avoir donné au cocher le pourboire qu'il lui avait promis, il marcha rapidement dans la direction du quai. De-ci de là, une lanterne luisait à la poupe d'un navire de commerce. La lumière dansait et se brisait dans les flots. Une rouge lueur venait d'un steamer au long cours qui faisait du charbon. Le pavé glissant avait l'air d'un Macintosh mouillé. Il se hâta vers la gauche, regardant derrière lui de temps à autre pour voir s'il n'était pas suivi. Au bout de 7 à 8 minutes, il atteignit une petite maison basse, écrasée entre 2 manufactures misérables. Une lumière brillait à une fenêtre du haut. Il s'arrêta et frappa un coup particulier. Quelques instants après, des pas se firent entendre dans le corridor, et il y eut un bruit de chaînes décrochées. La porte s'ouvrit doucement, et il entra sans dire un mot à la vague forme humaine qui s'effaça dans l'ombre comme il entrait. Au fond du corridor pendait un rideau vert déchiré que souleva le vent venu de la rue. L'ayant écarté, il entra dans une longue chambre basse qui avait l'air d'un salon de danse de 3e ordre. Autour des murs, des becs de gaz répandaient une lumière éclatante qui se déformait dans les glaces pleines de chiures de mouches situées en face. De graisseux réflecteurs d'étain à côte se trouvaient derrière, frissonnants disques de lumière. Le plancher était couvert d'un sable jaune d'ocre, sali de boue, taché de liqueur renversée. Des malais étaient accroupis près d'un petit fourneau à charbon de bois, jouant avec des jetons d'os et montrant en parlant des dents blanches. Dans un coin, sur une table, la tête enfouie dans ses bras croisés, était étendu un matelot, et devant le bar aux peintures criardes qui occupait tout un côté de la salle, 2 femmes hagardes se moquaient d'un vieux qui brossait les manches de son paletot avec une expression de dégoût. « Il croit qu'il a des fourmis rouges sur lui !» dit l'une d'elles en riant, comme Dorian passait. L'homme les regarda avec terreur et se mit à geindre. Au bout de la chambre, il y avait un petit escalier menant à une chambre obscure. Alors que Dorian en franchit les 3 marches détraquées, une lourde odeur d'opium le saisit. Il poussa un soupir profond, et ses narines palpitèrent de plaisir. En entrant, un jeune homme aux cheveux blonds et lisses, en train d'allumer à une lampe une longue pipe mince, le regarda et le salua avec hésitation. « Vous ici, Adrien ?» murmura Dorian. « Où pourrais-je être ailleurs ?» répondit-il insoucieusement. « Personne ne veut plus me fréquenter à présent. »« Je croyais que vous aviez quitté l'Angleterre. »« Darlington ne veut rien faire. Mon frère a enfin payé la note. George ne veut pas me parler non plus. Ça m'est égal, ajouta-t-il avec un soupir. Tant qu'on a cette drogue, on n'a plus besoin d'amis. Je pense que j'en ai eu trop. » Dorian recula et regarda autour de lui les gens grotesques qui gisaient avec des postures fantastiques sur des matelas en loques. Ses membres déjetés, ses bouches béantes, ses yeux ouverts et vitreux l'attirèrent. Il savait dans quels étranges cieux ils souffraient, et quel ténébreux enfer leur apprenait le secret de nouvelles joies. Ils étaient mieux que lui, emprisonnés dans sa pensée. La mémoire, comme une horrible maladie, rongeait son âme. De temps à autre, il voyait les yeux de Basil Hallward fixés sur lui. Cependant, il ne pouvait rester là. La présence d'Adrien Singleton le gênait. Il avait besoin d'être dans un lieu où personne ne sût qui il était. Il aurait voulu s'échapper de lui-même. « Je vais dans un autre endroit, » dit-il au bout d'un instant. « Sur le quai ? » ?»« Oui. »« Cette folle y sera sûrement. On n'en veut plus ici. » Dorian leva les épaules. « Je suis malade des femmes qui aiment. Les femmes qui haïssent sont beaucoup plus intéressantes. D'ailleurs, cette drogue est encore meilleure. C'est tout à fait pareil. Je préfère cela. Venez boire quelque chose, j'en ai grand besoin. »
Moi, je n'ai besoin de rien, murmura le jeune homme. Ça ne fait rien. Adrien Singleton se leva paresseusement et suivit Dorian au bar. Un mulâtre, dans un turban déchiré et un ulster sale, grimaça un hideux salut en posant une bouteille de brandy et 2 gobelets devant eux. Les femmes se rapprochèrent doucement et se mirent à bavarder. Dorian leur tourna le dos et à voix basse dit quelque chose à Adrien Singleton. Un sourire pervers comme un Chris malais se tordit sur la face de l'une des femmes. « Il paraît que nous sommes bien fiers ce soir, ricana-t-elle. « Ne me parlez pas, pour l'amour de Dieu !» cria Dorian frappant du pied. « Que désirez-vous ? De l'argent ? En voilà ! Ne me parlez plus !» 2 éclairs rouges traversèrent les yeux boursouflés de la femme et s'éteignirent, les laissant vitreux et sombres. Elle hocha la tête et rafla la monnaie sur le comptoir avec des mains avides. Sa compagne la regardait envieusement. « Ce n'est point la peine, » soupira Adrien Singleton. « Je ne me soucie pas de retourner en arrière. À quoi cela me servirait-il ? Je suis tout à fait heureux maintenant. »« Vous m'écrirez si vous avez besoin de quelque chose, n'est-ce pas ?» dit Dorian un moment après. « Peut-être. Bonsoir alors. »« Bonsoir, » répondit le jeune homme en remontant les marches, essuyant ses lèvres desséchées avec un mouchoir. Dorian se dirigea vers la porte, la face douloureuse. Comme il tirait le rideau, un rire ignoble jaillit des lèvres peintes de la femme qui avait pris l'argent. « C'est le marché du démon !» octa-t-elle d'une voix éraillée. « Malédiction !» cria-t-il. « Ne me dites pas cela !» Elle fit claquer ses doigts. « C'est le prince charmant que vous aimez être appelé, n'est-ce pas ?» glapit-elle derrière lui. Le matelot assoupi bondit sur ses pieds à ces paroles et regarda autour de lui sauvagement. Il entendit le bruit de la porte du corridor se fermant. Il se précipita dehors en courant. Dorian Gray se hâtait le long des quais sous la bruine. Sa rencontre avec Adrien Singleton l'avait étrangement ému. Il s'étonnait que la ruine de cette jeune vie fût réellement son fait, comme Basil Hallward le lui avait dit d'une manière si insultante. Il mordit ses lèvres et ses yeux s'attristèrent un moment. Après tout, qu'est-ce que cela pouvait lui faire ? La vie est trop courte pour supporter encore le fardeau des erreurs d'autrui. Chaque homme vivait sa propre vie et la payait son prix pour la vivre. Le seul malheur était que l'on eût à payer si souvent pour une seule faute, car il fallait payer toujours et encore. Dans ces marchés avec les hommes, la destinée ne ferme jamais ses comptes. Les psychologues nous disent, quand la passion pour le vice, ou ce que les hommes appellent vice, domine notre nature, que chaque fibre du corps, chaque cellule de la cervelle semble être animée de mouvements effrayants. Les hommes et les femmes, dans de tels moments, perdent le libre exercice de leur volonté. Ils marchent vers une fin terrible, comme des automates. Le choix leur est refusé, et la conscience elle-même est morte, ou, si elle vit encore, ne vit plus que pour donner à la rébellion son attrait et son charme à la désobéissance. Car tous les péchés, comme les théologiens sont fatigués de nous le rappeler, sont des péchés de désobéissance. Quand cet ange hautain, étoile du matin, tomba du ciel, ce fut en rebelle qu'il tomba. Endurci, concentré dans le mal, l'esprit souillé, l'âme assoiffée de révolte, Dorian Gray hâtait le pas de plus en plus. Comme il pénétrait sous une arcade sombre qu'il avait accoutumé souvent de prendre pour abréger son chemin vers l'endroit malfamé où il allait, il se sentit subitement saisi par derrière, et avant qu'il eût le temps de se défendre, il était violemment projeté contre le mur. Une main brutale lui étreignait la gorge. Il se défendit follement, et par un effort désespéré, détacha de son cou les doigts qui l'étouffaient. Il entendit le déclic d'un revolver et aperçut la lueur d'un canon poli pointé vers sa tête et la forme obscure d'un homme court et râblé. « Que voulez-vous » balbutia-t-il. « Restez tranquille, » dit l'homme. « Si vous bougez, je vous tue. »« Vous êtes fou, que vous ai-je fait ?»« Vous avez perdu la vie de Sybil Vane, et Sybil Vane était ma sœur. Elle s'est tuée, je le sais. Mais sa mort est votre œuvre, et je jure que je vais vous tuer. Je vous ai cherché pendant des années, sans guide, sans trace. Les 2 personnes qui vous connaissaient sont mortes. Je ne savais rien de vous, sauf le nom favori dont elles vous appelaient. Par hasard, je l'ai entendu ce soir. Réconciliez-vous avec Dieu, car ce soir, vous allez mourir. » Dorian Gray faillit s'évanouir de terreur. « Je ne l'ai jamais connue, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Vous êtes fou. »« Vous feriez mieux de confesser votre péché,
car aussi vrai que je suis James Vane, vous allez mourir. » Le moment était terrible. Dorian ne savait que faire, que dire. « À genoux !» cria l'homme. « Vous avez encore 1 minute pour vous confesser, pas plus. Je pars demain pour les Indes et je dois d'abord régler cela. 1 minute, pas plus. » Les bras de Dorian retombèrent. Paralysé de terreur, il ne pouvait penser. Soudain, une ardente espérance lui traversa l'esprit. « Arrêtez !» cria-t-il. « Il y a combien de temps que votre sœur est morte ? Vite, dites-moi !» 18 ans, dit l'homme. « Pourquoi cette question ? Le temps n'y fait rien. » 18 ans, répondit Dorian Gray avec un rire triomphant. 18 ans. Conduisez-moi sous une lanterne et voyez mon visage. James Vane hésita un moment, ne comprenant pas ce que cela voulait dire, puis il saisit Dorian Gray et le tira hors de l'arcade. Bien que la lumière de la lanterne fût indécise et vacillante, elle suffit cependant à lui montrer, lui sembla-t-il, l'erreur effroyable dans laquelle il était tombé, car la face de l'homme qui l'allait tuer avait toute la fraîcheur de l'adolescence et la pureté sans tache de la jeunesse. Il paraissait avoir un peu plus de 20 ans, à peine plus. Il ne devait guère être plus vieux que sa sœur lorsqu'il la quitta, il y avait tant d'années. Il devenait évident que ce n'était pas l'homme qui avait détruit sa vie. Il le lâcha et recula. « Mon Dieu, mon Dieu !» cria-t-il. « Et j'allais vous tuer !» Dorian Gray respira. « Vous avez failli commettre un crime horrible, mon ami, » dit-il, le regardant sévèrement. « Que cela vous soit un avertissement de ne point chercher à vous venger vous-même. »« Pardonnez-moi, monsieur, » murmura James Vane. « On m'a trompé. Un mot que j'ai entendu dans cette maudite taverne m'a mis sur une fausse piste. » « Vous feriez mieux de rentrer chez vous et de serrer ce revolver qui pourrait vous attirer des ennuis, » dit Dorian Gray en tournant les talons et descendant doucement la rue. James Vane restait sur le trottoir, rempli d'horreur, tremblant de la tête aux pieds. Il ne vit pas une ombre noire qui, depuis un instant, rampait le long du mur suintant, fut un moment dans la lumière et s'approcha de lui à pas de loup. Il sentit une main qui se posait sur son bras. Il se retourna en tressaillant. C'était une des femmes qui buvaient au bar. « Pourquoi ne l'avez-vous pas tué ?» siffla-t-elle en approchant de lui, sa face hagarde. « Je savais que vous le suiviez quand vous vous êtes précipité de chez Dali. Fou que vous êtes, vous auriez dû le tuer. Il a beaucoup d'argent et il est aussi mauvais que mauvais. »« Ce n'était pas l'homme que je cherchais, » répondit-il, « et je n'ai besoin de l'argent de personne. J'ai besoin de la vie d'un homme. L'homme que je veux tuer a près de 40 ans. Celui-là était à peine un adolescent. Dieu merci, je n'ai pas souillé mes mains de son sang. » La femme eut un rire amer. « Ah, à peine un adolescent !» ricana-t-elle. « Savez-vous qu'il y a près de 18 ans que le prince charmant m'a fait ce que je suis ?»« Vous mentez !» cria James Vane. Elle leva les mains au ciel. « Devant Dieu, je dis la vérité !» s'écria-t-elle. « Devant Dieu ? Que je devienne muette s'il n'en est ainsi. C'est le plus mauvais de ceux qui viennent ici. On dit qu'il s'est vendu au diable pour garder sa belle figure. Il y a près de 18 ans que je l'ai rencontré. Il n'a pas beaucoup changé depuis. C'est comme je vous le dis, ajouta-t-elle avec un regard mélancolique. Vous le jurez ? Je le jure, dirent ses lèvres en écho. Mais ne me trahissez pas, gémit-elle. Il me fait peur. Donnez-moi quelque argent pour trouver un logement cette nuit. Il la quitta avec un juron et se précipita au coin de la rue, mais Dorian Gray avait disparu. Quand il revint, la femme était partie aussi. Fin du chapitre 16, enregistré par Pauline Latournerie.